Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la finale des As du Français 2015 de CCTV. Je suis Lundi Atum, présentateur de CCTV Français, et à mes côtés, Estelle Martin de DV5 Monde qui va m'accompagner tout au long de cette émission. Ni hao, Tchatchun. Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici, ravie de participer à ce grand concours de langue française à Beijing, qui plus est. C'est une grande première pour moi, c'est la première fois que je rencontre autant de Chinois francophones aussi talentueux. Ils sont incroyables, nos candidats. Et cette année, c'est la deuxième édition de notre concours Les As du Français, un concours lancé par la vice-première ministre chinoise, Liu Yantong, et le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Depuis, nous avons reçu près de 400 candidatures. 400 candidats et il n'en reste plus que 10 finalistes. Ils ont impressionné nos jurys de présélection à Beijing, mais aussi à Paris, par leur maîtrise du français et leur talent. Aujourd'hui, ils vont devoir relever un défi encore plus grand. Il n'y a que des gagnants au concours des As du Français 2015. Les 10 demi-finalistes repartiront tous avec un cadeau d'exception. Une année d'études complète dans un pays francophone de leur choix, offerte par le China Scholarship Council. Ceux qui décrocheront les 2e et 3e places gagneront chacun un billet d'avion aller-retour entre la Chine et la France, offert par l'ambassade de France en Chine. Et le grand gagnant des As du Français 2015 décrochera quant à lui le grand prix de cette édition. Il aura le privilège de partir pendant 2 mois au Québec pour un voyage inoubliable. Et ce, grâce au soutien du bureau du Québec à Beijing et à l'ambassade du Canada en Chine. Mais attention, il va falloir convaincre non pas un jury, mais 2 jurys. C'est une nouveauté pour cette édition 2015. Et sans plus attendre, nous allons les présenter, ces jurys, et surtout ces jurés, et surtout son président. Oui, bien sûr, le président du jury des As du Français 2015 de CCTV, c'est Bernard Seakilini. Vous êtes le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Et merci, professeur, d'être ici. Alors, merci à vous. Voilà, applaudissements pour notre président. Un président qui est plutôt bien entouré. Bonjour Dongqiang, vous êtes professeur de français de l'Université de Pékin et lauréat du Grand Prix de la francophonie. Merci d'avoir accepté d'être notre juré. Et Madame Cheling, bonjour, vous êtes la directrice du département de langue française de l'Université des langues étrangères de Beijing. Bienvenue. Elle représente la France, Jacqueline Plessis, attachée de coopération linguistique, éducative et sportive, donc de l'ambassade de France en Chine. Merci d'être là. Et enfin, Michel Dicker, bienvenue. Vous êtes chef du service des affaires économiques du bureau du Québec à Beijing. L'édition 2015 du concours des As du Français est riche en nouveautés. Aux côtés de notre jury principal, nous avons cette année un jury composé de 10 représentants de pays francophones. Ces jurés, qui comptent des représentants de pays allant du Cameroun au Canada et en passant par l'Algérie, auront la lourde tâche d'attribuer leur précieux vote après le passage de chaque candidat. Et chaque voix compte. Les gagnants d'aujourd'hui seront ceux qui ont remporté le plus de voix. Alors nous avons donc 2 jurys pour cette édition 2015. C'est une nouveauté, mais ce n'est pas la seule nouveauté. Cette année, les épreuves changent. Nous avons préparé 10 thèmes sur les cultures chinoises et françaises. Chaque candidat dispose de 3 minutes 30 de présentation sur le thème de son choix. C'est court et c'est long à la fois. Et après chaque passage, le jury principal et le jury francophone voteront pour élire les meilleurs. Il n'en restera que 6 pour participer à la dernière étape du concours. Les autres seront éliminés. C'est malheureux, mais dis donc, c'est le jeu. Et oui, c'est les joies de la compétition. Tout le monde ne peut pas gagner. Autant dire qu'ils ont la pression, nos 10 candidats. Ils sont en pleine forme, ils sont déterminés, ils sont talentueux, je vous le disais. Ils sont prêts à vous impressionner, vous, les membres du jury. Et sans plus attendre, nous allons découvrir le premier candidat ou la première candidate avec cette petite vidéo de présentation. Découvrons-le ensemble. J'adore parler. Cette passion m'a fait tomber amoureux de la langue française il y a 4 ans. Sa beauté, sa complexité et sa finesse n'ont fait que renforcer mon enthousiasme pour l'art de parler. Cet engouement m'a donné du courage et de la direction. Il m'a permis de vivre autre chose, connaître d'autres personnes et avoir une autre vision du monde. Cette passion m'a poussé à m'engager en tant que bénévole à l'UNICEF.
Et en aidant les autres, je me vois m'épanouir moi-même. Je suis Mao Jingxuan, candidat au concours Les As du Français. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'appelle Mao Jingxuan. Oui, c'est Jingxuan, mon prénom. Jing comme dans l'expression idiomatique Huai Jing Wo Yu. Maintenant, si vous aviez un peu de connaissance du chinois littéraire, vous auriez peut-être déjà compris de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Non? La dame là, non? Toujours pas? Non mais, quelle décadence de la culture! Alors, que veut-elle dire cette expression? Elle signifie tenir du jade parfait dans ses bras et ses mains. Ainsi, Jing, tout comme Yu, désigne du jade parfait. Or, pourquoi nos ancêtres chinois ont-ils voulu que l'on tienne du jade? Laissez-moi vous donner quelques indices. Le jade est une pierre très dure et tenace, formée dans des conditions spécifiques et complexes. Les premiers objets fabriqués en jade dans l'histoire de l'humanité ont été retrouvés en Chine, aujourd'hui le pays le plus important dans la production, la fabrication et l'utilisation du jade. Cette matière translucide s'inspire aux Chinois de la magie, de la divinité et de la sainteté. Les Chinois apprécient l'esthétique du jade, mais ce lien fort entre la Chine et le jade s'explique autant plus dans la symbolique, la spiritualité et la culture. Un objet en jade exige un très long travail et des techniques très complexes. Ainsi, dès le début de la civilisation chinoise, le jade constitue la matière principale des objets religieux ou de rituels. Une pièce précieuse de jade bien polie témoigne de la haute distinction de son possesseur. C'est pourquoi en Chine antique, le jade est associé aux lettrés, aux élites, sinon aux impériaux. Comparé à l'or, une autre matière également très importante en Chine, mais qui représente plus la richesse, le jade, quant à lui, prend tout un côté de raffinement. Cette matière translucide, souvent de couleur claire, inspire aux Chinois la magie, la dignité et la sainteté. C'est pourquoi les impériaux, notamment l'empereur, s'approprient du jade afin de désigner un pouvoir absolu doté par la divinité. On retrouve typiquement le sceptre de jade et le tampon de jade de l'empereur. Néanmoins, les hommes de belles lettres voient dans le jade davantage un aspect hors de la vie mondaine, la subtilité et la pureté. Il est devenu leur matière privilégiée pour manifester leurs revendications de bonté, de dignité et de sublime. Et ils en font un pendentif gravé de différentes formes, à porter soit sur le cou, soit sur la ceinture. Dans la culture traditionnelle, le jade s'associe au sacré et au spirituel. Le peuple chinois considère que le jade protège du mal. Il est ainsi devenu une des matières préférées du taoïsme. L'aspect spirituel se manifeste aussi dans la pensée traditionnelle que l'on doit nourrir le jade en l'approchant de la chair pour établir un lien spirituel entre le porteur et celui-ci. Si aujourd'hui le jade occupe toujours une place cruciale dans la vie des Chinois, cela doit largement au rôle fondamental de la philosophie de Confucius dans la culture chinoise. En effet, Confucius compare un homme de bien au jade en ce qu'il représente la bienveillance, la sagesse, la droiture, la loyauté, la fidélité et la bienséance. L'expression idiomatique que je vous ai citée tout au début, Huai Jing Wo Yu, est ainsi assimilée à signifier posséder de bons traits de caractère. C'est aussi pourquoi je me suis choisi ce prénom lorsqu'on a décidé de changer mon prénom. Le prénom chinois manifeste toute une symbolique d'espérance et d'intentionnalité, et c'est ainsi un tel homme que je souhaite devenir. Maintenant, si vous voulez connaître davantage la culture du jade, prenez nos ouvrages classiques chinois et lisez-les. Mais pour aujourd'hui, surtout, n'oubliez pas de voter pour moi. Merci. Alors que Mao Jingxuan était le dernier candidat à passer devant le jury des présélections à Paris, il se retrouve aujourd'hui à Beijing en première position. Mais le premier candidat a su surmonter son stress pour délivrer au jury tout son savoir sur le jade. Je suis sûre que nos jurés ont des questions à vous poser. On va commencer avec le président. Bernard Cerchilini, est-ce que vous avez été convaincu par la prestation de notre candidat? Ah, tout à fait.
Voilà quelqu'un qui a essuyé les plâtres avec une pierre précieuse. C'est tout à fait remarquable. Et j'ai une question pour vous. Vous avez changé de prénom. Si vous preniez un prénom francophone, vous pourriez prendre Pierre. Pierre précieuse, bien sûr. Oui, Mais voilà. quel autre prénom pourriez-vous prendre? Je prendrais peut-être Étienne, parce que ça me sonne très bien et je trouve que c'est assez joli, c'est très élégant. Donc rien à voir avec le football, Saint-Étienne, allez les Non, Verts. rien à voir. Pourtant, c'est vert aussi. Ben voilà, on a une petite, voilà, un petit point en commun. L'avis de Madame Chen Li. Alors, merci d'avoir choisi ce thème parce que dans mon prénom, il y a aussi un morceau de jade. Exactement. Oui. Alors donc, plus tard, si vous voulez offrir un anneau à votre futur fiancé, ce sera un morceau de jade ou bien un morceau de diamant? Alors, un morceau de jade, ça me semble très bien, parce que déjà, ça me représente moi, ça représente la Chine, ça représente un tas de choses. Et en plus, un morceau de diamant, c'est trop basique. Tout le monde fait ça, donc je fais un truc un peu authentique, un peu original. Okay, voilà. Merci. Alors maintenant, nous allons passer au vote. C'est un moment crucial qui peut être difficile, douloureux ou joyeux. Alors, messieurs et mesdames du jury, je vais vous demander d'appuyer sur le petit boîtier pour que la lumière soit, si vous êtes pour Qin Chuan, ou de ne pas appuyer si vous n'êtes pas pour lui. Monsieur le Président, Bernard Sacchellini, une voix déjà, une voix pour Qin Chuan. Michel Vicaire, 2 voix. Chen Li, 3 voix. Oh là là, je sens que c'est bien parti. Don Chang, voilà, donc non. Et enfin, Madame Plessis, voilà, 4 voix pour commencer. Bravo à vous, 4 voix. C'est déjà pas mal, hein, 4 voix pour commencer, mais vous savez que notre deuxième jury, notre jury francophone, lui aussi, va voter. Donc je vais vous demander de voter. C'est fait? Est-ce que vous avez tous voté? Donc nous allons voir si vous avez eu un bon résultat. Combien de voix vont compléter les 4 voix déjà glanées? On regarde sur cet écran et voici pour Qin Chuan. Voilà, 8 voix pour le jury francophone, le jury public, et au total, donc 12 voix. C'est bien parti, merci. Bravo à vous, Qin Chuan. Les jurés, ils ont été très très sympas, très sympathiques, et ils ont été très très encourageants. J'en suis vraiment très très reconnaissant. Et voilà, je pense que ça s'est pas mal passé. Je suis assez contente, moi. Ouais. Beijing est une ville ancienne, tout comme Xi'an, ma ville natale, et tout comme La Rochelle et Bordeaux, où j'ai étudié en France. Lorsqu'on caresse les vieilles briques des remparts de la cité, c'est l'histoire que l'on effleure du bout des doigts. J'ai beau être jeune, je me passionne pour les choses anciennes. Je ne suis pas contre la modernité, mais je lui préfère la délicatesse de ce qui a du vécu. À l'image du français, une langue gracieuse et riche de son histoire. Je suis Wei Peiguang, candidate au concours Les As du français. Notre deuxième candidate, Wei Peiguang, a décidé de partager avec nous son amour pour une des spécialités françaises par excellence. Va-t-elle réussir à éveiller l'appétit de nos jurys? Prit du pain, le brisa, le rompit et le donna aux disciples en disant « Je suis le pain de vie, prenez et mangez, ceci est mon corps. » Non mais quoi? Au nom de Dieu, c'est pas ça qu'il faut pour l'Eucharistie. Si je donnais cette baguette aux paroissiens, ils me traiteraient de blasphémateur. Oh non, 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 Seigneur. Pardonne-moi et pardonne mes assistants. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et sauve-moi de cette misère. Bien, chers paroissiens, aujourd'hui nous allons avoir une célébration spéciale. Méditons la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit, lorsque nous prions, nous pouvons dire à notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et pour nous, les bons Français, la bouffe, c'est sacré. Contemplons cette baguette. La croûte croustillante et dorée, tandis qu'à l'intérieur, la mie blanche et moelleuse. Elle est non seulement un pain,
mais aussi un bâton de victoire, une arme des citoyens pour notre nation. Les Français consomment environ 30 millions de baguettes chaque jour. Nous ne vivons pas un seul jour sans elles. Le matin, lorsque nous commençons la journée avec un bon petit déjeuner, qui ne tartine pas du beurre, de la confiture ou du Nutella sur une tranche de baguette de pain? Voire de tremper la tartine ainsi préparée dans un bol de café ou de chocolat. Le plaisir est si simple, dis donc. Ou bien au moment des occasions spéciales, par exemple le repas de Noël. Ô Seigneur Jésus, nous fêtons chaque année sans exception ta divine naissance et nous nous réjouissons en ton honneur. Mais un repas de Noël, ce serait jamais sans foie gras. Ce merveille exquis ne se mange jamais seul. Il se pose toujours sur un morceau de baguette de pain qui l'accompagne de toute sa fidélité. Quand le foie gras fond dans la bouche, tandis que le pain grillé est tout de même croustillant. Quelle sensation extraordinaire que nous expérimentons! C'est ainsi que la baguette s'associe avec les terrines, les pâtés, les rillettes, etc. N'est-elle pas une véritable amie fidèle et humble auprès de toutes ces délices? Nous aimons la baguette quand elle est juste sortie chaude du four, mais nous l'apprécions également même si elle s'endurcit. C'est parfait pour une bonne fondue au fromage, fribourgeoise, savoyarde ou autre. Ou bien on la transforme en pain perdu, comme nos amis anglophones disent, le French toast. La boulangerie ou la pâtisserie, elle est maligne, la baguette. Nous le savons tous. En France, nous croyons en cette trinité de gastronomie, le pain, le vin et le fromage. La baguette, c'est l'emblème du pain qui est essentiel de notre vie. De son omniprésence, nommons la baguette le pape de boulangerie. Vive la baguette! Pour la deuxième candidate, Wei Peiguang, le pain n'a désormais plus aucun secret. Sa délicieuse prestation nous a mis l'eau à la bouche. Regardons ce que le jury en a pensé. Et nous allons voir si les jurés sont aussi des amateurs de baguettes. Et il est temps, donc, en fait, pour poser la question. On commence par Madame Plessis. Je voulais vous poser une question toute simple. Oui. Si vous deviez nous donner la trinité de la gastronomie chinoise, qu'est-ce que vous nous donneriez? Moi, je dirais plutôt... en France, il y a une trinité, et comme en Chine, on a des religions un peu polythéistes, donc il y a une... Donc, pour la gastronomie, c'est pareil, c'est polythéiste. Et alors, on va passer la parole à Madame Dicker. Bien, merci beaucoup pour la prestation. Et puis, je vais y aller peut-être avec une question d'ordre plus technique. Pouvez-vous nous parler de la présentation, du procédé de fabrication de la baguette? Comment est-ce qu'on la conçoit, cette baguette? Par exemple, la recette, le façonnage, la cuisson, etc. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler? Là, c'est une très bonne question. Hein. Oui, je me retrouve aux as des boulangers. J'ai fait une petite recherche. Je crois que l'origine des baguettes, c'était au temps de Napoléon, les soldats, pour faciliter de transporter le pain pour les soldats. Donc on a un peu inventé cette forme de pain pour qu'on puisse le mettre dans les pantalons et comme ça les soldats ils pourront en manger partout. La recette, en France on a des milliers de recettes de pain, de baguettes. Je me souviens bien la recette, le pain paysan, le pain campagnard. Sinon on peut aussi mélanger du raisin, les sésames, plein d'autres ingrédients avec la baguette. Professeur Dong Tian, avez-vous des questions à ajouter? Vraiment, c'est très très intéressant. Il y a une mise en scène et vous avez vraiment un esprit rapide de répondre à des questions avec de l'humour et justement de l'esprit. Alors, histoire aussi de poser une question un peu difficile. Il y a une très belle photo en noir et blanc où on voit un enfant parisien qui court dans une rue parisienne avec une baguette sous le bras. Est-ce que
vous connaissez le photographe de cette célèbre photographie? Ah. Soyez gentils avec moi. Vous avez reçu que des questions. Ça me dit quelque chose la photo, mais honnêtement, je ne connais pas ni le photographe, ni l'origine de l'histoire de la photo. Mais vous pouvez m'en parler. Dites-nous, professeur Dontien. Je crois que c'est Doisneau, Robert Doisneau, qui a une très très célèbre photo qui montre justement la joie de vivre et puis l'image très très typique de Paris, quoi. Hein, voilà. Ah ben, on a appris quelque chose. Hein. Oui. Et maintenant, Merci. il est temps de voter. Je vais demander à Madame Plessis de voter d'abord. Ok, une voix. Professeur Dontien. Deuxième, Monsieur Seghilny. Troisième, et Madame Dicker. Quatrième et cinquième. Parfait. Merci. Un score parfait pour le jury principal. Donc, on va voir si notre jury francophone vont bien suivre. Ben, allez-y. Ok, c'est fait. 13 voix, félicitations. Merci. C'est un très bon score. Hein. J'ai eu 13 comme score, je suis très satisfaite de ce résultat. Bon, même s'il y avait un petit incident avec la baguette qui est tombée par terre, mais c'était pas très grave et puis on a passé un bon moment ensemble avec le jury. Leurs questions étaient quand même un peu exigeantes, mais j'ai essayé d'y répondre avec un peu d'humour. Donc voilà, et je suis très contente de terminer la première étape et puis je souhaite bonne chance aux candidats suivants. Qu'est-ce que le spleen sous la plume de Baudelaire? Comment lancer les mots grandioses de Rastignac approchant de la capitale? Les amours passés coulent-ils toujours sous le bon Mirabeau? Vais-je croiser une nouvelle Esmeralda dansant sur le parvis de Notre-Dame? C'est avec ces questions en tête que je suis arrivée à Paris pour la première fois il y a quelques semaines. Mes études en littérature à la Sorbonne à peine commencées, j'ai été embarquée dans cette aventure avec CCTV. Quelle incroyable surprise! Je suis Xue Yiwu, candidate au concours Les As du Français. L'extrait du morceau que je viens de vous interpréter s'appelle Kaoshan Liu Shui, le fleuve qui traverse la haute montagne. C'est un classique du répertoire traditionnel chinois et l'une des plus anciennes chansons interprétées au Gujiang. On raconte qu'un grand maître du Gujiang, nommé Boya, l'a composé à l'époque des printemps et automne. C'était un musicien très seul, qui s'ouvrait beaucoup de l'incompréhension que rencontrait sa musique. On dit qu'une nuit, alors qu'il jouait sa musique tout seul au bord du fleuve Yangtze, un bûcheron s'approcha de lui pour écouter. Le bûcheron s'appelait Ziqi. Ému par la musique de Boya, Ziqi le félicita. C'est le chant de la haute montagne et c'est le chant du fleuve que j'entends quand tu joues. Troublé par la perspicacité du visiteur, Boya lui demanda « Comment peux-tu savoir cela? Personne jusqu'alors n'a su saisir ce que ma musique exprimait. » Ce fut entre eux la naissance d'une grande amitié. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'ami véritable se dit « Zhiyin » en chinois. Ça veut dire « celui qui comprend ma musique ». Mais le moment de se séparer arriva. Et les deux hommes se donnaient rendez-vous au même lieu la nuit suivante. Malheureusement, Ziqi mourut peu de temps après et Boya fut seul au rendez-vous. Elle décida de jouer une dernière fois Kaoshan Liu Shui. Et ensuite, Boya brisa son Gujiang contre un rocher en disant au ciel
pourquoi jouer encore puisque le seul qui me comprend a disparu? On fait souvent référence à cette légende de Gaoshan Liushui pour parler d'une amitié véritable. L'équivalent chinois que la définition qu'on donne Montaigne. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Maintenant, revenons au guzheng, qui signifiait tout simplement le sitar traditionnel chinoise. Comme vous pouvez le voir, ma main droite pince les cordes avec les faux ongles qui sont fabriqués à partir des carapaces de tortues. Pendant ce temps, ma main gauche touche les cordes non seulement pour produire la hauteur de la note voulue. Par exemple, si j'appuie très fort la corde mi, le son produit se rapprochera du fa, mais aussi une multitude de timbres différentes. La musique traditionnelle chinoise repose depuis la Chine ancienne sur une gamme pentatonique, c'est-à-dire sur 5 notes. Do, ré, mi, sol, la. On a restitué progressivement les 2 notes manquantes sous l'influence de la musique occidentale. Maintenant, pour terminer, je vais vous interpréter un dernier morceau et j'espère pouvoir rencontrer des Chijin, les amis qui comprennent ma musique. La troisième candidate, Wu Xueyi, a fait découvrir à nos jurés un instrument traditionnel chinois très rare et très particulier. Écoutons maintenant ce que les jurés ont pensé de cette performance. Maintenant, Madame Dicker, avez-vous des questions à poser? Cet instrument m'est inconnu. C'est un vieil instrument qui se joue en Chine dans la musique traditionnelle, mais est-ce qu'on peut aussi jouer de la musique moderne, par exemple, avec cet instrument, ou est-ce qu'on peut jouer avec d'autres instruments dans un groupe de musique, par exemple? Tout à fait, madame. Merci pour votre question, parce que c'est aussi une question auquel je pense souvent, parce que je suis maintenant professeur de guzheng à côté de mes études à Paris, et j'aimerais bien faire la musique un peu moderne avec cet instrument vieil. Et comme vous m'avez demandé s'il y a déjà des chansons interprétées au guzheng, une chanson moderne populaire, je dis oui, et c'est assez récemment, parce que dans The Voice of France, La Voix de France, en 2013, il y avait un candidat québécois. C'était un Québécois d'origine chinoise. Il a fait une chanson, il a joué une chanson « Je ne te quitte pas ». Et c'était une chanson interprétée ensemble avec le guzheng et avec le piano. Et cette joueuse de guzheng qui a fait pendant la répétition de La Voix de France, elle s'appelle An Ran, dont le nom français est Yann. Elle est aussi à Paris. Donc je crois, nous les Chinoises, on aime bien vraiment, j'espère, on va faire découvrir la culture chinoise en langue française aux Français. Merci. Et professeur Dong Qiang, comment trouvez-vous la prestation tout à l'heure de Wu Xueyi? Non, mais la prestation est parfaite parce qu'elle procède à une vraie démonstration. J'apprécie cette capacité de, comment dirais-je, de parler de quelque chose de profondément chinois ou oriental, mais avec une langue étrangère. Et ça, c'est justement, si j'ose dire, le rôle de ceux ou de celles qui apprennent une langue étrangère. C'est-à-dire, ils vont devenir des passeurs, ils vont présenter des choses dans une langue qui soit compréhensible. Et donc ça, je trouve que elle a bien réussi dans ce sens. Hein. Donc peut-être elle n'a pas le meilleur français qu'on a entendu jusqu'à maintenant, mais tous ces messages passent bien et elle a une sorte de joie et d'audace et puis elle croit à ce qu'elle dit. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Merci, monsieur. Ok, ben, il est temps de voter. Donc on commence par Madame Plessis. Non. Professeur Dong Qiang. Une voix. Monsieur Seglini. Voilà. Madame Dicker. Non.
Madame Choling, non. 2 voix sur 5. Notre candidate artiste récolte seulement 2 voix sur 5 parmi le jury principal. Qu'en sera-t-il pour le jury francophone? Combien de voix? Elle récolte 9. Pour l'instant, ce n'est pas un très bon résultat, mais quand même, applaudissons-la. Merci, hein. Merci à vous, Saïd. Je pense que c'est toujours une très bonne expérience de connaître CCTV, de connaître tous les candidats qui sont vraiment talentueux, qui parlent si bien le français. C'est la meilleure expérience de participer, je crois. Je suis originaire de Xiamen, une magnifique ville balnéaire du sud de la Chine. C'est l'océan qui m'a donné ma force et mon ouverture d'esprit. Ce sont les vagues qui m'ont forgé mon caractère. J'aime l'aventure et j'aime la vie. Si j'aime parcourir le monde, découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures et rencontrer des personnes différentes, je prends également plaisir à être chez moi, à cuisiner et profiter d'une après-midi pour lire au calme. J'apprends le français depuis l'âge de 12 ans. Je suis Chen Xiangling, candidate au concours Les As du français. Après avoir découvert un instrument traditionnel chinois, quel thème la 4e candidate choisira-t-elle? J'ai passé vraiment très longtemps à réfléchir comment on va le montrer une chose tellement quotidienne dans la vie française par un discours de 3 minutes. Mais enfin, j'ai une idée de le montrer par une comédie musicale créée par moi-même. Donc j'espère que ça vous plaît. Quand je me lève le matin, un café, un croissant, c'est là la vie commence. Dans un parfum pénétrant, je lis des journaux, je vois la vie se ranime. Un café m'a réchauffé, alors je me sens en moi, mon gars qui va. Allô, oui, monsieur Dubon? Ah oui, je suis en train de le faire. Je viendrai vers vous dans... Pauline, tu peux répondre pour moi, s'il vous plaît? Oui, dans une minute. À bientôt. Allô? Ah, un autre client qui arrive? Ah non, ça me saoule. Bon, j'arrive. Semble que le boulot s'arrête jamais. J'ai juste besoin de prendre l'air. Je m'assois sur le terrasse, je regarde les passants, car ça me détend. Je ne veux pas travailler, je veux juste l'oublier. Refait qui me rafraîchit, et puis je reprends. Allez, vous êtes prêts pour la présentation? Allons-y, on va les convaincre. Ah, je suis désolée, attendez. Allô, Jacques? Je vais aux réunions. Ah, tu viens rentrer ce soir? Ah oui, c'est bon. On revient à la café? À ce soir, ciao. Allez, bon, Olimba. Enfin le jour terminé, ciao, je m'en vais. Je me hâte de trouver mes amis dans le café. C'est le moment que je préfère avant de rentrer. La petite choix et l'apéro, là c'est chouette. Le champagne, le fromage, pardon, j'ai bouché. Le serveur que je connais bien vient vers mon dîner. On salue, on bavard, on se détend. C'est le gala dans le café qui fait la belle soirée. Profitons au maximum, dernier moment. Rendez-vous pour boire un coup, là c'est chouette. Dans la nuit, sous les étoiles, allez trinquer. C'est le gala dans le café qui fait la belle soirée.
Merci. On oppose souvent le thé et le café. Mais selon Chen Xiangling, ce sont deux marqueurs des cultures occidentales et orientales. Écoutons dès à présent la réaction du président. Et notre jury, il en pense quoi? Et on commence par le président du jury, M. Bernard Seaghilini. Non, ce que je voulais dire, vous êtes étudiante à Sciences Po. Est-ce que vous travaillez au café près de Sciences Po? C'est une tradition hein, d'aller préparer ses cours. Non, oui, j'ai l'habitude de travailler dans le café près de notre école. Il est un café qui est très renommé parmi les camarades. Ça s'appelle le Basile. C'est un café qui est fréquenté par nous, dites les scientistes. Et ce sont tous les étudiants de Sciences Po ils vont souvent et on y discute nos exposés, nos présentations, etc. Voilà, j'aime bien l'ambiance là, c'est vraiment animé. Et Monsieur Seaghilini, je me rappelle que c'était vous qui avez lui permis d'être sélectionné au dernier moment à la présélection de Paris. Donc comment estimez-vous la prestation de Chen Xiangling? Elle était très agréable, très, très fine, et vous avez beaucoup progressé par rapport à ce que j'avais vu à Paris, je vous en félicite. Merci. Et professeur Dongtian, quel est votre avis? Là, effectivement, c'est devenu le lieu qui est aussi évidemment très, très parisien, hein, par excellence. Donc, je pense que j'aurais peut-être préféré entendre un peu plus de... Parce que comme ce sont des chansons, hein, ça montre bien le talent de notre mademoiselle, mais sur le café lui-même, même en tant que lieu, on n'a pas appris beaucoup de choses. Et Madame Chen, donc pour vous, c'est plutôt café ou plutôt thé? Personnellement, je préfère plutôt le thé. Mais j'aimerais justement poser une question à mademoiselle Chen Xiangling. Que si c'était possible, voudriez-vous offrir un café ou bien une maison de thé à Pékin? Vous voulez dire à Pékin? Oui. Il y a déjà plein de cafés à Pékin, je pense. Donc je voudrais préférer une salle de thé parce que je pense que la tradition du thé est déjà a la tendance de un petit peu disparaître en Chine par rapport au café, parce que le café dans la nouvelle génération, ça devient de plus en plus populaire. Mais en fait, comme un pays traditionnel marqué par la tradition du thé, la Chine garde toujours une longue histoire avec le thé. Donc je pense qu'il est important de le revaloriser. Voilà qui est dit, mais il va falloir trancher. Hein. Donc on va commencer le vote par Madame Plessis. Ok, non. Professeur Dongtian. Monsieur le Président. Ok, une voix. Et Madame Dicker. Non. Et Madame Choling. Ok, 2 voix sur 5. La performance de la 4e candidate saura-t-elle convaincre les amateurs de café parmi les jurés francophones? 7 voix. Pour l'instant, ce n'est pas un très bon résultat, mais quand même, j'aime bien votre prestation. Merci. Mais bravo quand même. Il existe des milliers de variétés de raisins, tout comme il existe presque autant de descriptions pour les vins. Je n'ai pas l'intention d'inventer les nouvelles. C'est à l'âge de 20 ans que je suis arrivé en France. J'ai travaillé comme gardien de nuit, comme serveur au restaurant, comme employé au bureau. À chaque fois, un verre de vin me donne la joie, le sens du partage et le courage. Et c'est à ce titre que j'ai envie de partager le vin avec mes compatriotes chinois. C'est pour ça que j'ai traduit des livres sur les vins. Je suis Zhou Jinsong, candidat au concours Les As du Français. Bonjour Madame, Monsieur, donc je suis Zhou Jinsong. Je suis, comme le président a bien dit, je suis le doyen de cette compétition. Ça veut dire que je vis plus longtemps du français que les autres candidats. Lorsque je dis je vis plus longtemps du français, ça veut dire, premièrement, je suis pécuniairement financé par l'utilisation du français, c'est-à-dire que je suis interprète, traducteur pour les entreprises chinoises ou françaises ou les ambassades, comme l'ambassade de France ou l'ambassade de Suisse, etc. Et je vis aussi d'une passion française, c'est-à-dire le vin. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et lorsqu'on parle du vin,
je me permets de réfléchir sur ce qui peut représenter à la fois l'esprit français et l'excellence à la française. Donc pour moi, c'est le champagne. Comme son nom indique, Champagne, c'est lié à un territoire. Donc tout d'abord, c'est dans la province, enfin dans la région de Champagne qu'on produit ce vin pétillant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va dire les hommes, parce que lorsqu'on parle des vins, très souvent, c'est lié à des hommes. L'homme en question, le premier que je peux citer, c'est le Dom Pérignon. C'est le moine bénédictin qui a, non pas inventé le champagne, contrairement à ce qu'on pense, mais simplement il a créé une formulation magique pour standardiser, si on prend le terme un peu à l'anglaise, standardiser la production de champagne. Et voilà, donc c'est pour ça que je pense que c'est une idée tout à fait originale pour représenter l'esprit et l'excellence française, parce que c'est un vin à la fois pétillant, comme l'esprit français, vif et aussi élégant. Voilà, donc ça c'est la présentation d'une manière générale sur le vin. Et ensuite, on va parler des choses un peu plus dans l'ordre général aussi, mais un peu plus vers l'ouverture, parce que, comme vous pouvez voir, j'ai une bouteille devant moi. Et c'est une bouteille qui est rare, je demande à la caméra, parce que ça vient du comité interprofessionnel du vin de Champagne. C'est une bouteille que, normalement, on ne peut pas trouver dans le commerce. Parce que le comité interprofessionnel de Champagne, du vin de Champagne, non seulement il réglemente la production de champagne, mais en plus, il a toute une zone viticole pour essayer de faire pousser les cépages, pour essayer de voir quels sont les cépages les plus propices. Donc, c'est un vin de champagne issu de cet décès. Donc, je vous prie tout à l'heure de les déguster. Comme lorsque j'étais en France, j'étais serveur au restaurant, parce que du temps où je travaillais en France, où j'ai fait mes études en France, il n'y avait pas beaucoup de bourses et la France n'était pas très ouverte aux étrangers, parce que je suis arrivé dans les années 88. Si ma mémoire est bonne, à l'époque, on avait à peine 4000 étudiants chinois, plus de 3800 qui sont des boursiers chinois ou français, qui faisaient des études post-doctorales. Et moi, j'étais un petit jeune qui a connu un échec dans le Cao dans les années 80. Donc, je suis arrivé sur les points de pied. Donc, j'ai dû travailler. J'étais comme pigiste, donc je fais des vaisselles, j'étais comme serveur. Donc, c'est pour ça que j'ai appris les techniques du vin. Et aussi, c'est l'occasion qui m'a donné l'envie et la passion pour continuer dans cette voie sur les vins. Et lorsqu'on parle des vins, donc l'ouverture des vins, donc pour les champagnes, donc il y a plusieurs manières. Donc, très souvent, on parle des champagnes d'ouverture classique. Donc, dans un premier temps, on l'ouvre avec toutes ces capsules. Et ça, c'est la manière la plus classique de la chose. Et puis, ensuite, une autre manière, c'est un peu plus militaire, je dirais. Pourquoi militaire? Parce qu'il faut que je cite l'empereur Napoléon, parce qu'il disait de son vivant, je ne peux pas vivre sans champagne. Dans les victoires, je le mérite. Et dans les défaites, ça me console. Donc, on peut avoir une solution très militaire ou martiale d'ouvrir le vin. Donc, je vais vous demander de faire attention à ça. Donc, c'est un sabre, enfin, l'imitation de sabre, l'aïeul. Je vais ouvrir la bouteille avec le sabre. Attention. C'est précis. Je vais peut-être réussir, mais peut-être je vais rater. Oh! Voilà. La bouteille est un peu agitée, je suis désolé, donc c'est pour ça qu'il y a des bulles, mais ça fait pétillant. Voilà, je vais servir dans le bon ordre. Ça tremble un petit peu, tout comme moi. Et normalement, c'est pas comme ça, mais bon, ça c'est des conditions de direct. Hop. Vraiment parce que ce n'était pas dans les bonnes conditions, donc les pulls ont tendance à jaillir un peu trop à mon goût. Et j'aurais préféré que ce soit un peu plus discret. Voilà.
vais mettre là. Toc, toc. Comme j'ai des serveurs, hop. Je réserve 2 flûtes ici pour moi et pour le présentateur ou la présentatrice. Je vais descendre. Hop. Voilà, lady first. Voilà. Non, je ne peux pas dire que c'est du blanc de blanc, c'est un mélange, un assemblage. Oh, pardon. Président. Pardon, excusez-moi. Madame. Monsieur. Voilà. Et est-ce que ça constitue un pot de vin? Oui, c'est un pot de vin. Voilà. Voilà, bon, je termine mon service et puis voici, madame. Voilà. Non mais là, pour l'instant, je suis en service, je ne puis. Non mais quelle bonne idée le champagne. Mais c'est quand même assez malin, monsieur Cho, d'essayer d'acheter les voix du jury. Non, vraiment, bravo. Alors vous êtes un peu plus âgé que nos autres candidats. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce concours, d'être vous aussi un as du français? Ça, c'est une question qui m'a été posée depuis dès le début. Depuis le mois de mai. J'ai été critiqué par même mes cousins, cousines, parce qu'ils ont estimé que je suis un petit vieux. Et c'est quand même pas très opportun de participer. En fait, pour moi, ce concours, la participation à ce concours, c'est très simple, parce qu'il n'y a pas de critères. Enfin, sinon, il y a 2 critères, être chinois et parler français. Je pense que je corresponds à ces 2 critères. Et ensuite... Merci. Donc ensuite, le deuxième, c'est beaucoup plus personnel aussi, parce que je me permets d'évoquer un souvenir de mon père. Ma participation à ce concours, c'est aussi un peu pour rendre hommage à mon père. Donc grâce à lui, j'ai appris le français, donc grâce à lui, je continue. Donc c'est lui qui lui aussi avait le français. Voilà. Vous êtes peut-être un pionnier, vous avez appris le français plus tôt que nos jeunes candidats. Comment vous les trouvez? Je l'ai trouvé surprenant parce que je dois dire qu'à mon âge, enfin, je vois pas mal de jeunes aussi, et puis je repense à mon âge, enfin à leur âge, lorsqu'il me concerne, je parlais certainement moins bien. Je suis jaloux d'eux et je pense qu'ils ont un bel avenir devant eux. Je sens que professeur Dong Qiang veut vous aussi poser une question à notre candidat. Oui, il m'inspire beaucoup là. Parce que je crois qu'avec ses 5 pots de vin, il achète 5 jurés principaux, mais je crois qu'il y a 10 jurés qui ne sont pas contents. Donc ce geste est un peu dangereux. Voilà. J'aurais dû faire venir un conteneur. Vous parlez un peu de l'actualité, ça me fait penser à une chose, c'est que hier ou avant-hier, M. Sarkozy a invité des amis. Et il a payé à peu près 90 000 € pour 3 Dom Pérignon. Ah. Donc moi, je ne vais pas me mêler des affaires politiques de la France, hein, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas commettre cette indélicatesse. Mais je voudrais savoir qu'est-ce qui justifie un prix, le prix d'un champagne, par rapport au vin, évidemment, mais voilà. là, on va concentrer sur le champagne. Voilà. Sur les champagnes, en fait, ça s'est justifié par plusieurs choses, plusieurs facteurs. Dans un premier temps, donc, j'ai parlé du terroir. Donc, dans la région de la Champagne, il y a plusieurs zones de production. Par exemple, il y a la montagne de Reims, ensuite il y a ce qu'on appelle le Côte de Bar, et puis le Blanc des Blancs, etc. À chaque fois, ce sont les zones différentes. Et chaque zone produit des champagnes de qualité différente. La différence se situe au niveau de la sélection des raisins, c'est-à-dire qu'on peut envoyer la machine pour récolter, ou on fait envoyer le main-d'œuvre. Ce sont les main-d'œuvre qualifiées. Très souvent, ce sont les gens qui ont travaillé pour des maisons pendant 20 à 30 ans, qui cueillent les raisins grains barque. Ensuite, on fait une sélection et on prend les meilleurs grains pour faire le champagne, les fines champagnes. Ça c'est le premier temps. C'est déjà un travail colossal. Vous savez qu'en France, le coût de main-d'œuvre est quand même assez élevé, donc ça justifiait une partie du prix. Et ensuite, il y a une question de stockage. Pendant le stockage, pendant l'élevage, notamment avec la double fermentation en bouteille, donc il faut tourner les bouteilles tous les 30 degrés aux environs de 30 jours. Ça se fait manuellement. Et ça, c'est aussi le maître du chai qui le fait. Donc c'est assez cher, c'est assez fastidieux comme travail. Maintenant, effectivement, on a inventé
un terme un peu à l'anglais, ça s'appelle gyropalette, donc qui tourne dans tous les sens. Donc ça peut diminuer un petit peu le coût. Et puis il y a le troisième facteur, c'est le stockage. Lorsque vous aurez l'occasion de visiter les caves dans les Champagnes, vous entrez non pas dans la maison, parce que la maison c'est super, mais ça ne vaut rien. C'est tout ce qui est sous terre. Vous pouvez trouver des millions de bouteilles, ils vont stocker au moins 10 ans avant de les mettre sur le marché. Donc ça a un goût, donc c'est pour ça que ça complète l'ensemble du prix de revient d'une bouteille de champagne. Voilà, Cho Chin-song, donc spécialiste as du français et du champagne. Voilà. Réponse complète. Monsieur le Président, est-ce que vous avez une question à poser à notre candidat amateur de vin? Oui. Je dois défendre ma vertu en montrant que je ne suis pas corruptible, même grâce à ce magnifique champagne. Je vais donc vous attaquer. D'accord. Tout à l'heure, oui. Vous avez parlé de la capsule sur le bouchon. Oui. Monsieur, le champagne n'a pas de capsule. C'est vrai. C'est la bouteille de bière qui a une capsule. Oui. Comment appelle-t-on la partie métallique sur le bouchon? Ah, c'est d'une colle, effectivement. Le muselet, monsieur. Oui, le muselet, non, le muselet, c'est ça. Ah, c'est ça. En fait, c'est la partie métallique, non pas cette partie-là. Voilà. Eh bien, vous êtes parfait. Je vous en prie. Donc, on va vous demander de procéder au vote. Donc on va commencer avec vous, Shelley. Merci. Voilà, convaincu, Madame Dicker aussi, le président, Dong Kyang, et enfin Madame Plessis. Et voilà, 5 voix, un sans faute, bravo. Merci. Bravo, Monsieur Cho. Merci. Et voyons maintenant si nos jurés francophones n'ont pas été trop dépités de ne pas avoir reçu une coupe de champagne des mains de Cho Jin-song. Oh, 14! Je crois que c'est le meilleur score pour l'heure. Voilà, bravo Monsieur Cho, 14 voix. Merci. Très bonne idée le champagne. Hein. En fait, la totalité est de 15, donc j'ai obtenu 14, donc c'est effectivement élevé, mais il manque encore une voix, donc je ne suis pas très satisfait et je pense que j'ai encore une marge à me perfectionner davantage. L'apprentissage de la langue française ne se limite pas aux doyens et aux étudiants. Les petits écoliers chinois se passionnent tout autant pour la langue de Molière. Regardons sans plus tarder le petit spectacle donné par les enfants de l'école Sishoku, accompagnés des 2 jeunes étudiants, Jung Kai-sin et Hu Tong. Il revient dans ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. 1, 2, 3, 12 France, cher pays de mon enfance, bercé dans ta insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de grande insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Et je t'aime, et je te donne ce poème. Et je t'aime dans la joie
joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je l'ai gardé dans mon cœur. Je l'ai gardé dans mon Merci beaucoup. Bravo à vous tous, vous avez été parfaite, vraiment incroyable. Et merci à nos enfants de l'école de Chichicourt. Et c'est dans Musique que s'achève cette première édition. Donc vous avez découvert déjà 5 de nos 10 candidats. Et je vous donne rendez-vous très vite sur CCTV et TV5 Monde avec Esther et Martin et nos jurys. Oui, merci à vous de nous avoir suivis. Donc on vous retrouve très très vite, toujours sur CCTV, pour découvrir les 5 autres finalistes des As du français. Je rappelle qu'il n'en restera que 6 au final, 6 pour être sacré champion ou championne des As du français. À très bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Merci, à très bientôt. Mais quand je vois la qualité de votre français, je voudrais vous demander, est-ce que la méditation vous a aidé à progresser, la maîtrise de la langue française? Ça veut dire que la France est moins riche que la Chine? Non, c'est pas ça. C'est juste on n'a pas la même habitude. En fait, je me demandais, qu'est-ce que ça vous apporte personnellement de la pratique de l'escrime? Donc, les garçons, ne sous-estimez pas les femmes. Qu'est-ce que vous pouvez proposer comme thé à nos amis francophones? Je pense pas qu'il y a vraiment de limites comme le vin, comme le fromage, parce que le thé en général, c'est pas nocif. Et j'ai encore, j'ai pas fini de vous poser des questions. Ok, j'attends. C'est un sujet qui me passionne. En chinois, on écrit de droite à gauche, mais à l'inverse pour la calligraphie française. C'est vraiment bien, vous avez bien répondu et vous méritez des applaudissements et toute notre chaleur et tous nos vœux.